Bonjour à tous, bienvenue à la rédaction d'Aliency pour une nouvelle émission, l'AI Mission d'Aliency, donc cette émission mensuelle que nous consacrons au sujet lié à l'intelligence artificielle. Ce mois-ci, un contexte un peu particulier, il y a eu le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui s'est tenu début février. On va débriefer de ce qui s'y est dit et des angles principaux qui nous y intéressent. Pour y répondre à ces questions et pour discuter de cela, j'ai deux invités qui ont accepté de jouer le jeu. Isabelle Riehl, bonjour. Vous êtes vice-présidente intelligence artificielle à PSL Research University, docteur en informatique, professeur de l'Université de Lille. Vous êtes cofondatrice et directrice de l'Institut Prairie, Paris Artificial Intelligence Research Institute à l'Université PSL. Donc, c'est l'un des 4 instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle labellisés dans le cadre de la stratégie nationale de l'IA il y a quelques années. Vous avez effectué une grande partie de votre carrière au sein de l'INRIA et vous avez, en tant qu'experte des questions d'innovation, en particulier de l'intelligence artificielle, rejoint, vous êtes membre de la commission interministérielle de l'IA générative. Bonjour. Et bienvenue à la rédaction d'Aliency. Et Rodolphe Gélin, merci de nous avoir rejoints également. Vous êtes expert leader en intelligence artificielle au sein de Renault Group, formé à l'École nationale des ponts et chaussées. Vous êtes passé par le commissariat à l'énergie atomique et vous avez également passé 10 ans, une décennie auprès de SoftBank, donc dans l'innovation, en charge des sujets liés à la recherche, à l'innovation. Et dans ce cadre, vous avez été notamment directeur de recherche pour Aldebaran Robotics, qui est une entreprise française bien connue des robots humanoïdes. On se souvient souvent de la tête de ce robot humanoïde, Aldebaran. Et Rodolphe, vous avez rejoint Renault Group en 2019. Bonjour. Bonjour. J'ai une première question pour vous deux, finalement, assez ouverte, mais ce sommet pour l'action sur l'IA qui a eu lieu donc, tout début février, en grande pompe, on en a beaucoup entendu parler. Si vous ne deviez en retenir qu'un seul élément saillant, comment le décrirez-vous? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, finalement, à cette occasion? Isabelle? Je vais déjà mal répondre, c'est deux choses. Ce sont deux choses. L'enthousiasme qui a été vraiment communicatif autour de cet événement. Et puis, alors universalité, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tous les cas, le fait qu'il ait embrassé de nombreux aspects, à la fois un très beau événement scientifique avant le sommet diplomatique, économique lui-même, des événements pour les entreprises, des événements pour les citoyens, beaucoup de retombées dans les médias. Et donc, en fait, on a peu de gens qui n'ont pas été au moins interpellés par l'IA à ce moment-là. Et c'était quand même quelque chose d'assez énergisant, avec beaucoup d'enthousiasme positif en termes de traiter les sujets par rapport à celui qui avait eu lieu en Grande-Bretagne quelques 18 mois avant. Oui, c'est très juste, effectivement. Rodolphe? Moi, oui, le fait que ça se passe à Paris, j'ai trouvé ça vraiment super. Après Paris 2024, les Jeux, c'était bien d'avoir IA 2025 à Paris aussi. Donc, c'était bien de faire une belle plateforme, une belle vitrine de l'IA. Et puis aussi, ça a été l'occasion de reparler des sujets qui me tiennent à cœur, sur notamment la réglementation, les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, et rediscuter autour de tout ça et amener tout ça, en effet, dans les médias. On en a beaucoup entendu parler, et plutôt avec un bon niveau, je trouve, de discussion et de commentaires sur les sujets de l'IA. Alors, c'est vrai que le fait que ça ait eu lieu à Paris, par rapport justement au précédent qui a plutôt été du coup connu des experts et moins du grand public, ça a beaucoup changé. Est-ce que le prochain, du coup, il y aura quand même une attention qui sera portée sur la suite en France, même si ça ne se passera plus en France? C'est du coup la grande question. C'est une très bonne question, moi, que je me suis posée en disant, est-ce qu'on aurait autant entendu parler de ce sommet si ça avait été en Italie? Je ne pense pas, mais il y aura toujours une grande attention, mais peut-être plus pour les spécialistes, parce que c'est vraiment un sujet qui va être suivi. Maintenant, ce n'était pas seulement, je pense qu'il y a le fait que ça soit passé en France, mais il y a aussi le fait que ça a été volontairement
étendu au-delà du strict sommet politique qui était prévu au départ. Le fait qu'il y ait un week-end IA et culture pour le grand public, le fait qu'il y ait 2 jours de conférences scientifiques, ça n'était pas dans l'épure du sommet en lui-même. Donc ça dépendra aussi de ce que le prochain organisateur propose. Alors, effectivement, il y a eu beaucoup d'actions à ce sommet pour l'action sur l'IA. Traditionnellement, dans cette émission, on fait une petite revue de presse de ce qui s'est passé sur le mois écoulé. J'ai consacré plutôt ce sujet, cette fois-ci, aux annonces liées au sommet sur l'IA, puisqu'il y en a eu quand même beaucoup. Alors évidemment, il y a déjà eu la pluie d'investissements annoncés de manière assez différente. Alors, les 109 milliards d'euros dans l'IA en France pour les années à venir, portés par le président de la République lui-même, avec qui comprenait beaucoup de choses, que ce soit l'investissement du fonds d'investissement canadien Brookfield ou effectivement des Émirats arabes unis sur des data centers. On a eu comme ça un focus assez important d'ailleurs sur les data centers, sur le fait d'en avoir des lieux disponibles immédiatement, labellisés dans cette approche-là. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont également surfé sur la vague. Des investissements annoncés par la Banque publique d'investissement, la BPI France, qui a finalement concaténé un peu sa ligne business sur l'IA en disant que ça représentait 10 milliards d'euros d'ici 2029 pour financer aussi l'innovation, l'IA auprès des plus petites entreprises. Qu'est-ce que ça vous évoque, Isabelle, finalement, cette pluie d'investissements ou d'annonces, en tout cas, autour de ces investissements? Encore une fois, je pense que ça annonce une trajectoire positive. C'est peut-être un peu compliqué de décortiquer pour les non-spécialistes quelle poche d'investissement ira sur quoi, et si, in fine, on aura bien 109 milliards ou 112 ou 108, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de montrer que la France est attractive, donc elle attire des investissements étrangers, que la France continue à investir elle-même dans l'IA sous toutes ses formes. Le sujet, il y a eu beaucoup d'annonces d'investissement français et européens autour des sujets des centres de données et des centres de calcul. C'est quelque chose qui questionne parce qu'on en a effectivement besoin maintenant. Certains acteurs se sont aussi un peu interrogés, est-ce que c'est vraiment l'avenir à 10 ans, ces centres de calcul gigantesques? À 10 ans, on ne sait pas, mais maintenant, on en a besoin. Et donc, il ne faut pas que le soufflet retombe et que tout ça se mette en place en 4, 5, 10 ans. Il faut que ça soit construit et implanté maintenant. Et dans ce sens-là, c'est important que l'élan donné dans ce sommet perdure. J'imagine que c'est la même chose en termes de formation. Il y a eu beaucoup d'annonces autour de la formation. Et la formation, c'est maintenant qu'on en a besoin, mais les résultats seront produits dans quelques années si on se mobilise. Tout à fait. La formation, c'est aussi un point très important. Donc, le président a aussi annoncé la volonté de passer de 40 000 étudiants formés en IA par an à 100 000. Ça fait quand même un facteur multiplicatif important. Heureusement, on a déjà commencé, puisqu'en fait, ces instituts comme Prairie ont été relabellisés. Maintenant, il y en a 9 en France. Ce sont des IA clusters. Et nous, on a un peu changé de nom pour s'appeler Prairie PSAI, pour Paris School of AI, justement pour incarner cette nouvelle notion. Et donc tout ça a déjà commencé et va se poursuivre. Mais effectivement, quand on décide aujourd'hui de créer une nouvelle formation à Bac+5 par exemple, eh bien la première promo sortira dans 5 ans. Et donc il faut aussi utiliser ce temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup d'opérations de formation continue qu'on appelle reskilling maintenant, pour faire plus chic, pour reformer des personnes qui sont déjà en poste. Et par exemple, on en fait beaucoup avec votre autre invité, là, avec le Renault Group, qui est en face de moi. On a eu également des investissements, des annonces, on va dire, effectivement venant d'acteurs un peu emblématiques. Je pense à Mistral AI, qui a annoncé investir plusieurs milliards dans l'IA, dans un cluster qui sera installé dans l'Essonne, développer son premier centre de données en France. Elle en a profité aussi pour effectivement dévoiler, mettre en avant le chat donc by Mistral, et son chat GPT en tant que tel. Cette mobilisation d'un acteur comme Mistral mis en avant, qu'est-ce que ça vous évoque, Rodolphe?
Alors je trouve que évidemment c'est incroyable qu'on ait une boîte comme ça en France qui se développe et qui ait de tels succès. Voilà, on voit aujourd'hui beaucoup de startups qui cherchent des investissements pour eux, et de voir que cette boîte commence à réinvestir dans l'écosystème, c'est super. Donc c'est vraiment une très belle réussite. Après, moi j'étais à une de ces fameuses réunions annexes autour du sommet lui-même, qui était au ministère du Travail, et il y avait une personne de Mistral, et quelqu'un disait mais c'est dur parce qu'on leur fait porter tout l'avenir de l'IA français sur leurs épaules, et bon, essayons de pas non plus trop les charger de cette responsabilité. Et puis ça m'a fait aussi penser à voilà, des petites boîtes avec lesquelles on travaille chez Renault, qui nous proposent des solutions d'IA très intelligentes pour travailler sur les usines, sur la surveillance des machines, et qui ont un mal fou à lever de l'argent. Donc il y a une espèce de disproportion entre les sommes qu'on voit d'un côté et puis les difficultés qu'ont d'autres entreprises très innovantes. Et voilà, donc ça fait pas mal réfléchir, je trouve, ces sommes d'argent gigantesques. Et le côté disproportionné, enfin en tout cas parfois peu équilibré que ça peut avoir, effectivement il y a des chiffres qui sont parus récemment qui montrent que sur tous les acteurs IA de l'innovation qu'il y a en France, il y en a une immense majorité, enfin plutôt un peu plus de la moitié qui sont basés en Île-de-France, mais qui absorbent l'immense majorité finalement en termes de levée de fonds, de financement, etc. par rapport à des acteurs régionaux qui du coup se retrouvent beaucoup plus éloignés, on va dire, de ces dynamiques-là. Un autre sujet qui a été abordé, c'est des annonces de coalitions, d'alliances, de partenariats au moment du sommet. C'était le livrable du sommet, une déclaration pour une IA ouverte, inclusive, éthique, avec 60 pays signataires. Les États-Unis et le Royaume-Uni, cependant, ont refusé de signer cette déclaration. Mais les pays qui l'ont signé, pour le coup, appellent à un dialogue mondial pour une meilleure gouvernance de l'IA, éviter la concentration de marché, donc voilà, une approche sur l'éthique. Ça s'est traduit par également d'autres annonces qui sont allées dans ce sens-là. Ministère français de la transition écologique, qui a annoncé le lancement d'une coalition pour une intelligence artificielle plus frugale en ressources, avec pour le coup des entreprises comme Mistral, comme Thales, comme IBM qui ont annoncé rejoindre l'initiative. C'est bien qu'on ait abordé aussi cet angle-là avec, au-delà de la question purement financière des investissements, l'idée qu'il fallait un peu finalement fédérer l'écosystème, pousser des acteurs, que ce soit des acteurs publics, des acteurs privés, à agir du coup sur cette thématique éthique. Oui, alors même moi, si le mot éthique, c'est un mot qui ne m'est pas très à l'aise parce que voilà, c'est un peu flou. Mais en revanche, voilà, responsable, le fait qu'on réfléchisse à ce qu'on fait, qu'on ne fait pas l'apprenti sorcier en déployant des technologies dont on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire. Donc je trouve pas mal en effet qu'il y ait cette appétence des pays à travailler ensemble sur la responsabilisation. C'est un outil super puissant. Comme tous les outils super puissants, on peut en faire des trucs super et puis on peut faire des choses très dangereuses. Dans le monde de l'automobile, on connaît bien ça parce que voilà, la réglementation dans le monde de l'automobile, c'est quelque chose avec lequel on vit. Et donc quand on s'est mis à faire de l'IA puis qu'on a vu tomber une réglementation sur l'IA, on a dit bah ouais, c'est normal quoi. On a déjà une réglementation sur le software classique. Donc de voir arriver tout ça et de voir… Bon, et après, il y a ces questions aussi de consommation énergétique. Alors c'est vrai que d'un point de vue macroscopique pour la planète, ça fait réfléchir. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? De générer une jolie petite image, ça consomme pas mal d'électricité. Donc réfléchissons à tout ça. Et puis d'un point de vue très égoïste, pour un fabricant automobile, mettre de l'IA dans une voiture, ça consomme de l'énergie. Et donc, si l'IA, elle consomme beaucoup d'énergie, dans ma voiture électrique, j'irai moins loin avec ma voiture électrique. Donc, cette frugalité, elle est bonne, voilà, elle est bonne à l'échelle très locale pour le fabricant automobile, et puis à l'échelle très globale pour la planète en général. Donc, tout ce mouvement-là, c'est très bien que tout le monde s'en saisisse et qu'on se donne un peu les mêmes règles du jeu, quoi, qu'on se dise tous… on ne va pas faire n'importe quoi, et même si ça nous complique un peu la tâche.
Il y a également eu, à l'inverse, des appels justement qui ont été lancés à l'occasion du sommet pour l'IA, dissonants, discordants justement, avec plusieurs syndicats, associations françaises comme la Quadrature du Net, qui ont lancé Hiatus, qui ont appelé à une pause IA, appelé à une limitation drastique, à résister à un déploiement massif, généralisé. Il y a également un contre-sommet avec des philosophes qui s'est tenu, organisé au Théâtre de la Concorde, pour ouvrir le débat autour des impacts de l'IA, notamment sur les droits de l'auteur, sur l'environnement. Est-ce que c'est sain d'avoir ce type de discussion au moment finalement du sommet, qui était lui placé vraiment sous le signe de l'optimisme, de l'action pour faire quelque chose avec l'IA? Qu'est-ce que ça vous évoque comme finalement un peu jeu de déclaration, contre-déclaration ou appel qu'il peut y avoir autour de ces sujets? Je pense que c'est très sain qu'on ait dans notre pays des gens qui disent le contraire de ce que d'autres disent. C'est très bien. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une part de vérité. C'est vrai qu'il y a des questions qu'il faut se poser. Il ne faut pas oublier de se les poser. Et c'est très bien d'être optimiste, c'est vrai d'être positif et de pousser, ça c'est super. Mais encore une fois, je pense que les contre-pouvoirs, les gens qui attirent notre attention sur certains risques, parce qu'il y en a des risques, c'est très bien. Alors il ne faut pas les museler, et après ils peuvent être aussi un petit peu excessifs parfois dans leur jugement et dans leurs propos. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose à en retirer. Moi j'avais lu un commentaire aussi de Jean-Marc Jancovici à l'issue de qui disait tout ça c'est bel et beau, mais tout l'argent que vous mettez là, tout le temps de cerveau qui va être passé à réfléchir sur comment améliorer la frugalité de l'IA ou augmenter sa puissance, ce n'est pas des choses qu'on met sur la préservation directe de la planète, c'est assez indirect comme investissement. Donc voilà, tout ça est bon à entendre. Et puis après, c'est aux décideurs politiques de peser le pour et le contre et de dire j'entends et voilà, on va faire ci, mais en prenant ça en considération. Donc je trouve ça très très sain et que ce soit aussi une vitrine pour ces gens-là, pour les gens qui expriment une autre opinion, c'était très bien. Je pense qu'il y a quand même un petit sujet pour l'opinion publique sur lequel il faut faire attention, c'est que beaucoup de ces discussions superposent les termes IA et IA générative. Oui. Et en fait, on oublie beaucoup qu'il y a beaucoup d'IA qui n'est pas de l'IA générative et qui donc peut aussi avoir des risques en termes d'usage, mais en tous les cas n'a pas la même problématique de consommation, de besoin de milliards de GPU ou autres pour fonctionner. Et donc là, on merge un peu les deux dans le débat. Il faudrait un peu replacer les choses correctement sur l'échiquier. La vague médiatique, effectivement, a un peu emmené finalement le sujet de l'IA générative autour de la démocratisation et sur l'aspect grand public et a complètement rajouté un flou sur le reste du sujet qui est mieux connu par les experts. Donc ça peut créer ce décalage-là. Parce que c'est plus visible du grand public. Les gens ont appris à utiliser soit ChatGPT, soit le chat, avec des prompts et à générer de jolies images, ils n'ont pas pleinement conscience que leur smartphone préféré est rempli d'IA qui n'est majoritairement pas d'IA générative. Bien sûr. Alors, j'aimerais qu'on se projette un peu au-delà de ce qui a été annoncé, ce qui a été dit effectivement et ce qui s'est passé lors du sommet sur cette année 2025 qu'on a engagée, puisque l'idée du sommet c'était de dire maintenant on peut agir de manière coordonnée, faire des choses. Qu'est-ce qui doit se passer selon vous après ce sommet justement? Quelles doivent être les priorités en 2025 Isabelle? J'ai envie de dire tout. L'IA, c'est un domaine dans lequel tout bouge très très vite. Dans la technologie, son adoption, les nouveaux résultats de recherche, tout ça va très très vite et tout ça est un peu emmêlé. Donc on n'a pas le temps de se poser la question, de se dire le sommet est passé, on va se reposer un peu, prendre 3 mois de vacances et y aller. Les investissements, ça doit être maintenant. On a parlé des formations, si on veut les ouvrir en 2025, en septembre, il faut les faire maintenant. Et donc, toutes ces actions qui s'inscrivent dans un terme, alors pas forcément long terme, mais moyen terme,
En termes de déploiement, construire un centre de calcul, ça ne prend pas 2 mois, c'est assez long. Mais on en a besoin aujourd'hui. Donc il ne faut pas attendre et il faut absolument s'y mettre immédiatement. Rodolphe? Oui, je pense que la formation dont on parlait, c'est des choses qu'on peut démarrer très vite. Hein, chez Renault Group, on forme de plus en plus nos collaborateurs à l'utilisation de ces outils-là pour essayer de trouver les poches sur lesquelles on peut gagner beaucoup de temps dans le développement en général de nos véhicules et puis de tout ce qui va autour. Et c'est vrai qu'on se disait, nous c'est facile pour un gros groupe parce qu'on a des moyens, on a une équipe de formation, etc. Mais on a aussi des formations par les pairs, quoi. Les gens qui commencent à bien utiliser déjà ces outils-là, ils forment leurs collègues et puis on fait une espèce de boule de neige. Mais on s'aperçoit que dans des plus petites entreprises, c'est plus compliqué d'introduire ça. Il faut que ça pince un peu moins dans le bruit, le fait qu'une personne passe une journée à former ses collègues. Quand il y a 10 personnes dans l'équipe, ça fait 10% des… Donc il faut qu'on trouve un moyen aussi que ça se diffuse dans les petites entreprises et pour qu'eux aussi gagnent en compétitivité, en efficacité grâce à ces outils. Alors, vous mentionnez justement ce que fait Renault Group en termes de formation. Est-ce qu'il y a d'autres actions prévues par votre organisation spécifiquement cette année, des actualités à partager autour justement, dans la foulée de ce sommet pour l'action sur l'IA? Alors, pour tout vous dire, nous, on n'a pas attendu ce sommet pour l'action pour se mettre en action chez Renault. Hein. Comme le rappelait Isabelle, nous, il y a 4-5 ans, on a lancé une formation pour les gens qui vont piloter ces projets IA avec Prairie et avec PSL. Et c'est vraiment une formation qui est très, très demandée. Hein. Les gens se battent pour faire cette formation là-bas parce qu'ils savent qu'ils vont acquérir les bonnes méthodes, une bonne compréhension. Et après, on essaye alors sur les grands chantiers qu'on continue chez Renault, hein, pas qu'on commence, mais il y a notamment un domaine nouveau qui apparaît, c'est l'utilisation de l'IA pour développer du logiciel. C'est un peu cette espèce d'auto-déploiement de l'informatique. Et là, on s'aperçoit que l'IA générative permet de gagner énormément de temps et d'efficacité sur le développement du logiciel. Et dans une voiture, il y a plus de lignes de code que dans un avion, il y a plus de lignes de code que dans Windows. Ça devient vraiment le cœur, on appelle ça un SDV, le Software Defined Vehicle. Aujourd'hui, le véhicule il est construit autour du logiciel. Et donc, autant par le passé, on a déployé des méthodes dans les usines pour optimiser la façon dont on fabrique mécaniquement une voiture. Maintenant, il faut qu'on arrive, alors on avait déjà des outils logiciels un peu standards, des méthodes, et là, l'IA va nous permettre vraiment de passer une étape en termes d'efficacité dans le développement, de qualité du développement. Et c'est ça un des chantiers qu'on essaye de mettre en place dans notre groupe. C'est vrai qu'effectivement, tous les industriels deviennent des software compagnies, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs, parce qu'on a cet aspect du logiciel qui dévore le monde, comme le veut l'expression, et maintenant il y a l'IA qui dévore le monde. Qu'est-ce qui se passe chez Prairie justement et PSL cette année? Est-ce qu'il y a des actions spécifiques ou des actualités fortes? Alors nous, la grosse actualité, c'est justement de déployer ce nouveau projet cluster, c'est-à-dire qui va poursuivre dans la lignée de ce qu'on a commencé, mais en amplifiant tous les aspects. On élargit les champs de recherche de manière plus interdisciplinaire pour ne plus travailler seulement sur, on va dire, l'IA en tant que technologie, mais aussi sur l'impact de l'IA sur le travail, sur la relation entre le patient et le médecin, donc aller beaucoup plus loin, et puis déployer toutes ces formations dont on a parlé. Et donc on va avoir un nouveau bachelor en IA, un nouveau master, donc on a beaucoup de choses qui se lancent. Et aussi, pour en revenir au sujet des entreprises, on essaye de s'adapter, donc on a fait une formation qui a plutôt bien marché, je pense, et qui continue avec les industries de l'automobile. On en a aussi fait pour les industries culturelles et créatives. Là, on est en train de travailler avec un grand groupe de retail parce que ça n'est plus juste le software, ça n'est plus juste l'industrie. On est vraiment en train de toucher tous les domaines. Alors, évidemment, on est petit, PSL seul ne peut pas assurer la formation de la France entière, mais on essaye d'être assez innovant pour trouver des moyens de faire des expérimentations pour essayer d'apporter justement ça dans la réflexion des dirigeants d'entreprise et ensuite les aider à trouver le moyen de déployer pour les collaborateurs.
effectivement, ce service finalement aux entreprises, hein, qui sont parmi les principales concernées par les effets amenés par l'IA, en tout cas la nécessité de s'en emparer efficacement, c'est un point clé sans doute là pour les mois à venir. Qu'est-ce qu'on peut passer comme message aujourd'hui en 2025 auprès des dirigeants d'entreprises qui sont confrontés au boom de l'IA? On l'a dit, hein, quelle que soit la taille finalement de la structure, il y a des effets qu'on constate. Qu'est-ce qu'on dit au CIO, au Chief Data Officer, au CTO qui se retrouvent à gérer finalement souvent des injonctions contradictoires, hein, aussi entre des attentes de changement rapide venant de leur board, de leur COMEX, mais des préoccupations d'intégration technique ou de sécurité et encore des injonctions de frugalité ou d'attention aux aspects éthiques, de responsabilité dans les usages. Qu'est-ce qu'il est utile de leur dire selon vous aujourd'hui? Je pense qu'il faut leur dire d'y aller sans attendre, parce qu'effectivement, comme Rodolphe l'a mentionné, il y a un enjeu de compétitivité. Il y a des disparités entre les grands groupes, on va dire les grands groupes industriels ou technologiques qui sauront gérer, les petites startups très tech qui sauront gérer aussi parce qu'elles sont quasiment nées dedans. Mais il y a quand même tout un ensemble d'entreprises entre les deux qui doivent s'adapter et effectivement qui doivent démarrer vite, mais ce que je vais dire est un peu contradictoire, avec quand même une réflexion importante, parce qu'il ne faut pas céder justement au phénomène de mode et au fait de vouloir absolument mettre de l'IA générative partout, parce que c'est ça qu'il faut montrer aujourd'hui. Si on n'en a pas besoin, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de très coûteux. Alors c'est coûteux en énergie au sens, encore une fois, équation globale planétaire, mais c'est coûteux en énergie pour celui qui va la payer. Et une fois que l'entreprise a investi, on va demander à chaque service, unité, quel est le résultat de cet investissement. Et il y a encore aujourd'hui énormément de choses qui fonctionnent très très bien sans IA générative. Et donc c'est vraiment de l'injecter là où c'est strictement nécessaire et là où ça va avoir une réelle plus-value. Rodolphe, quel message on passe au DC? C'est pareil, je dirais, n'ayez pas peur, mais soyez prudents. C'est vrai que, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, je pense que c'est pareil aussi dans les plus petites entreprises, c'est qu'il y a une injonction qui vient du haut, mais il y a aussi une appétence des équipes, comme justement elles ont travaillé ou elles ont joué avec ChatGPT chez elles, les équipes, les personnes ont envie de se servir de ça. Donc je pense qu'il faut se baser un peu sur cette espèce d'enthousiasme qu'il y a aujourd'hui chez les gens, hein, pour dire regardez, est-ce que ça vous pouvez l'utiliser dans votre boulot pour améliorer votre efficacité, proposez-nous des idées, puis on verra ensemble, hein, on dosera, est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Il y avait eu un sondage quand ChatGPT était sorti, qui était assez sympa, où les gens disaient à 78% qu'ils utilisaient ChatGPT dans leur boulot, mais sans le dire à leur chef. Bon, je pense que les chiffres ont changé maintenant, parce que justement, il y a eu cette un peu d'injonction, il faut mettre de l'IA partout. Mais je trouve, voilà, pour moi, ça illustre bien le fait que les gens avaient envie de s'en servir. Et s'ils gagnent du temps en faisant la synthèse d'un document, très bien, il ne faut pas qu'ils s'en cachent, parce que leur valeur ajoutée, ce n'est pas forcément de faire un résumé, mais de comprendre ce qu'il y a dans le texte. Donc voilà, c'est ce dosage-là qu'il faut trouver, utiliser les ressources, l'intelligence des gens pour utiliser ces outils pour faire mieux et plus vite leur travail. Et puis qu'en effet, ça soit encadré par la direction pour s'assurer que c'est fait dans les règles de l'art, que c'est fait quand même dans des proportions raisonnables en termes de coûts. Et voilà. On va vraiment profiter de cette énergie, de cet enthousiasme, je pense, qu'a saisi les gens autour de ces techniques-là. Alors, merci effectivement de pointer qu'il y a un peu une fenêtre d'opportunité aussi pour les organisations dont il faut s'emparer. On est dans un côté assez effectivement porteur, donc il y a moyen aussi de créer de l'adhésion autour de ces sujets. Pour finir cette émission, effectivement, traditionnellement, on passe en revue quelques conseils lecture. Je vous ai demandé finalement de me recommander quelques ouvrages qui vous paraissaient intéressants pour notre public aujourd'hui. Donc, je les ai là. Merci de les avoir apportés et vous allez pouvoir
pouvoir me dire ce qui vous a inspiré. Donc nous avons Organic AI par Bruno Messonnier, comment les stratégies de la nature peuvent révolutionner l'intelligence artificielle. Donc c'est un ouvrage, Rodolphe, qui vous a inspiré. Pour quelles raisons? Alors Bruno Messonnier, c'est le fondateur d'Aldébaran, comme vous le savez, dont on a déjà pas mal parlé. Et j'ai trouvé que, voilà, d'ailleurs il a plus ou moins sorti ce bouquin au moment du sommet, et il a dit, moi je trouve étonnant qu'on essaye de courir derrière les méthodes des autres, on essaye de faire comme les Américains, comme les Chinois, alors qu'il faudrait peut-être aller réfléchir à une autre façon de faire de l'IA. Et lui, une de ses propositions, c'est de s'inspirer mieux du fonctionnement du cerveau humain, et parce que quand on voit les performances d'un chat GPT qui fait la même chose avec des milliers de CPU, GPU qui coûtent très très cher, alors que nous on fait ça avec un cerveau qui consomme 20 watts, il se dit il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et donc voilà, il essaye de creuser un peu l'analyse du cerveau et de dire si on imaginait une électronique qui fonctionne plus proche du cerveau, est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter la puissance en diminuant la consommation. Donc je ne sais pas s'il a raison, je ne sais pas s'il va marcher, mais en tout cas ça a le mérite d'essayer de sortir un peu du cadre, de penser hors de la boîte. Et bon, il y a pas mal d'autres, j'imagine, chercheurs qui travaillent sur cette question du neuro inspiré autrement que disant c'est du réseau de neurones, donc ça marche comme un cerveau, qui n'est pas tout à fait vrai. Donc faire de l'IA autrement, Organic AI de Bruno Messonnier, c'est chez Herman. On a un style différent avec Isabelle qui nous a amené Dream Machine, ou comment j'ai failli vendre mon âme à l'intelligence artificielle. Et c'est chez Flammarion, et c'est une bande dessinée, donc qui est suffisamment effectivement rare ici pour être notée, accessible. Isabelle, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette bande dessinée? J'ai voulu amener quelque chose d'un peu plus, on va dire, ludique ou voilà, un peu moins sérieux. Et je pense que ça a été écrit par Laurent Daudet, qui est l'un des cofondateurs de Lighton, qui est une autre grande start-up française autour de l'IA générative. Et je pense que ça permet d'aborder tous les sujets sans se voiler la face, mais avec un côté un peu humoristique, de prendre un peu un décalage sur les mauvaises habitudes qu'on a pris avec l'IA, la manière dont on gère les réseaux sociaux, etc. Oui, il y a un peu, on le voit à l'image de super-héros et effectivement une dynamique assez différente d'un ouvrage, mais c'est aussi ce qui permet de rendre accessible souvent des réflexions assez profondes. Et j'en ai encore un petit à la documentation française, l'intelligence artificielle en 30 questions par Olivier Guillem et Rodolphe Gelin. Ah oui. Donc voilà, c'est un petit livre de vulgarisation qu'on a écrit pour la documentation française, qui nous demande souvent d'écrire des choses pour expliquer au grand public, répondre à toutes les questions que les gens peuvent se poser sur l'IA. Donc c'est une contrainte, alors c'est vrai que la bande dessinée est une contrainte en elle-même parce que ça oblige à illustrer des concepts qui ne sont pas faciles. Là, la contrainte, c'était qu'il fallait répondre en très peu de signes à chacune de ces 30 questions. Donc ça oblige à être très synthétique et je pense que c'est une lecture très facile pour ceux qui veulent comprendre et avoir des réponses justement aux questions, je pense, que tout le monde se pose sur l'IA. 30 questions, 80 pages, ça se lit effectivement vite, mais c'est très complet. C'est cryptique quand même, hein, voilà, on sent qu'il y a eu la volonté de mettre le plus possible dans ces 80 pages. Et pour finir, on a une avant-première, Isabelle, parce que je crois que l'ouvrage n'est pas encore sorti, une autre bande dessinée, Tout comprendre ou presque, sur l'intelligence artificielle. Donc c'est dirigé par Olivier Capet et Claire Ma. Donc c'est la couverture en devenir, je pense. Sauf si elle change, donc j'espère que c'est la bonne. C'est une autre bande dessinée qui sortira aux éditions du CNRS et qui a été coécrite par un grand nombre de chercheurs très en vue du domaine en France, dont une grande partie fait partie de Prairie PSAI d'ailleurs, et qui va essayer d'expliquer un peu, encore une fois de manière assez vulgarisée, avec des dessins, puisque c'est une BD, comment fonctionne l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est très bien que vous nous ayez amené ce genre d'initiative de bande dessinée. Ça montre aussi la variété de la façon dont on peut appréhender ces sujets-là, qui ne sont pas forcément effectivement uniquement l'affaire de gros tomes pour les spécialistes.
Il y a des possibilités assez larges, effectivement, de rentrer dans ces thématiques. Merci à tous les deux de nous avoir accordé ce temps, ce débrief sur le sommet pour l'action sur l'IA. À très bientôt, j'espère vous retrouver pour continuer à discuter de ces sujets-là, voir peut-être l'année prochaine où on en sera par rapport à toutes ces annonces et qu'est-ce qui a été mis en place. Et au plaisir, effectivement, de vous permettre de rencontrer les entreprises autour de ces thématiques et que vous puissiez leur faire bénéficier de vos lumières. Merci à tous et bonne journée. Merci. Merci.